Hello. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel hors-série de You All Podcast. C'est le dernier hors-série avant la prochaine saison. Enfin, je sais pas dans quel ordre ils seront postés, mais c'est le dernier qu'on enregistre avant la prochaine saison. Et sachez qu'on est vraiment des early birds parce qu'il est actuellement 7h11 du matin. On vient de se réveiller il y a littéralement genre 40 minutes. Ouais, c'est clair. À cause de ce petit chou qui a été malade. Oui. Et parce qu'on a une journée pleine de rebondissements qui fait qu'on doit enregistrer cet épisode très tôt. Je peux goûter une gorgée finalement, s'il te plaît. Vous voyez, toute sa vie, elle fait ça. Elle me dit non, t'inquiète, je veux pas de café. Ou non, t'inquiète, je vais pas prendre de dessert. Je me fais mon truc et après, elle veut me piquer dedans. C'était buonissimo. Ouais, c'est au spéculoos. Ah, trop bon. Du coup, bref, on a décidé de la thématique de cet épisode il y a 2 secondes. 2 secondes et demie. On a encore changé, c'était pas du tout prévu d'être ça, mais on a décidé que ce serait autre chose. Ouais. Et on va parler d'une thématique que je ne connais que trop bien et dans laquelle je suis en plein dedans. Ah ouais, en plus. Le stress. Le stress et l'anxiété. Voilà. Bah... Moi, c'est une thématique que je connais moins bien que toi, quand même. Ouais. Voilà. Fin du podcast. Allez, super. Non, mais déjà, du coup, pour remettre du contexte pour celles et ceux qui découvriraient notre podcast sur cet épisode, parce que potentiellement, si vous avez cherché comment combattre le stress ou l'anxiété sur Spotify ou sur une autre plateforme d'écoute, vous êtes peut-être arrivé là et vous savez pas qui on est. Ouais. Isaline est psychologue. Oui. Donc, tout ce qu'elle va pouvoir dire pendant tout ce qu'elle va pouvoir dire pendant cet épisode est potentiellement intéressant. Voilà. Moi, un peu moins. C'est pas que c'est pas intéressant, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as une posture beaucoup plus experte sur le sujet que moi. Donc les conseils que tu vas donner, c'est pas genre juste des conseils de meuf. T'es stressée ? Voilà. Arrête. Ça, c'est les conseils que moi, je pourrais vous donner, par exemple. Non, mais ce qui est justement super intéressant, c'est que toi, de ton côté, tu peux avoir, par exemple, des questions ou une posture plus humaine, on va dire, sur le sujet. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir avoir différents points de vue et de voir les choses sous un angle différent. C'est intéressant de le redire pour celles et ceux qui nous rejoignent. Du coup, déjà, c'est quoi la diff entre stress et anxiété, madame ? Je savais que tu allais me poser cette question. Il est très tôt pour que mon cerveau fonctionne correctement, mais je vais tenter d'y répondre. Alors, le stress et l'anxiété, c'est évidemment pas la même chose. C'est vrai qu'on entend souvent plein de mots. On a stress, anxiété, angoisse, panique. Voilà. C'est la panique à bord. Ouais, ça fait beaucoup de termes qui ont un sens différent. Alors, je parlerai pas forcément de l'angoisse et de la panique, mais plus du stress et de l'anxiété. Le stress, c'est une réponse physiologique à un déclencheur identifiable. Ah, physiologique, ça veut dire quoi, du coup ? J'allais le dire, Jamy. Laisse-moi donc expliciter ma pensée. Une réponse physiologique, c'est-à-dire c'est une réponse qui est corporelle, en fait, qui est physique, en fait, en soi. Genre, je me mets à péter dans tous les sens. T'adores les histoires. Si vous avez suivi la saison précédente, vous savez que Isaline rit beaucoup quand il s'agit de paix. Mais genre, tu penses à réaction du corps par rapport au stress, toi tu penses à péter, ce qui est super étrange. Genre, dites-nous dans les commentaires si vous pétez quand vous êtes stressé. Mais je sais pas, tu sais, t'as mal au ventre et tout quand t'es angoissé, non ? Quand t'es anxieux, t'es un peu genre... Non, quand t'es stressé, justement. Quand t'es stressé, t'as mal au ventre et tout, bah peut-être tu pètes. Ouais, écoute, toi tu pètes quand t'es stressé ? Bah non, mais je suis pas très stressée, moi. On en reparlera plus tard. Et je pète même quand je suis pas stressée, d'ailleurs. On en reparlera plus tard. Ouais, ok. Donc le stress, c'est un état, en fait, qui est plutôt physiologique, physique, à un déclencheur identifiable. Donc ça va être tout un tas de symptômes physiques et physiologiques liés à un déclencheur qui va générer une forme de préoccupation. Ça va être par exemple, là je dois passer à l'oral dans 5 minutes et je vais avoir un peu l'estomac noué, je vais avoir mon cœur qui va battre plus vite, je vais avoir un peu chaud. Bah ça c'est du stress. Le stress, c'est vraiment quelque chose d'éminemment corporel et c'est vraiment lié à un déclencheur identifiable et surtout à un déclencheur, si je peux dire, rationnel, logique, en fait. C'est-à-dire que, oui, effectivement, si j'ai un oral important dans 5 minutes, c'est tout à fait normal que ce soit une forme de préoccupation. C'est tout à fait compréhensible et logique que ce soit une forme de préoccupation. Ah, c'est quelque chose de très concret, quoi. Ouais. Alors, on peut ressentir du stress sur des éléments qui sont moins, entre guillemets, rationnels.
Mais alors là, il est question d'un stress qui peut être peut-être plus questionnable, qui est peut-être plus, entre guillemets, pathologique, dans le sens où si, par exemple, le fait de sortir de chez moi me stresse, là, évidemment, on va se poser un petit peu plus de questions sur des problématiques sous-jacentes. Parce que logiquement, le fait de sortir de chez moi, et c'est tout, on va dire, n'est pas censé générer les symptômes de stress. Donc ensuite, on ira s'intéresser à pourquoi est-ce que sortir de chez moi me génère... est-ce que, de quoi j'ai peur, est-ce qu'il y a des choses autres, en fait, qui me... Est-ce qu'il y a des choses autres, on va dire, qui vont générer de la préoccupation, etc. Tandis que l'anxiété, c'est un état qui est beaucoup plus comment je pourrais dire ça, complexe, et qui va plutôt être de l'ordre d'une forme de préoccupation plutôt psychologique, bien plus psychologique, et qui n'a pas, on va dire, entre guillemets, qui n'a pas d'objet. C'est-à-dire que on va pas observer de déclencheur rationnel identifiable. Et alors, on pourrait se dire, ah mais si, mais moi je ressens de l'anxiété, et c'est par rapport à des choses, etc. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anxiété, évidemment, elle va se déposer sur des choses. Parce que l'être humain a besoin de trouver du sens à ce qu'il ressent, en fait. Et donc, évidemment, qu'on va déposer notre anxiété sur des choses qui vont nous paraître identifiables en soi. Mais l'anxiété, c'est vraiment un état, on va dire, complexe, profond, plutôt psychologique, de préoccupation et d'anticipation de situations potentiellement inquiétantes, dangereuses, désagréables, etc. Potentiellement. Je dois prendre un avion dans 3 jours et pendant 3 jours, je vais être anxieuse de rater mon avion ou de, je sais pas, qu'il y a un accident sur l'autoroute pour aller jusqu'à l'aéroport et qui fait que je vais être en retard et rater mon avion. Genre. Ça, c'est plutôt de l'anxiété, oui. Okay. C'est une forme de préoccupation, on va dire, vraiment psychologique liée à des potentiels, on va dire, scénarios. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle beaucoup d'anticipation anxieuse, en fait. L'anticipation anxieuse, c'est vraiment un mécanisme de l'anxiété qui va être d'anticiper des scénarios, tous les scénarios possibles et imaginables liés à une situation. Et en fait, c'est vraiment avec une forme de préoccupation, de peur de ressentir quelque chose de désagréable, en fait. Mais du coup, est-ce que c'est le fait de créer ces schémas d'anticipation qui font l'anxiété, ou est-ce que c'est le fait que ces schémas d'anticipation génèrent un stress, entre guillemets, chez la personne qui crée l'anxiété? Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup toutes les possibilités de ce qui peut arriver, mais ça me génère pas d'anxiété, tu vois. Genre juste, je suis assez rationnelle et réaliste sur tout ce qui est possiblement possible, mais genre ça va pas me générer une anxiété, tu vois. Juste, je suis en mode genre, ok, ça peut se passer comme ça, ou comme ça. Point. Ouais, l'anticipation anxieuse, c'est un mécanisme de l'anxiété. Donc en fait, c'est-à-dire, il faut avoir de l'anxiété pour développer de l'anticipation anxieuse, et l'anticipation anxieuse nourrit l'anxiété. C'est un mécanisme en fait qui est un peu qui s'auto-nourrit quoi, au final. Mais la source, la racine de l'anxiété, c'est pas l'anticipation anxieuse. C'est ça, c'est là où je veux en venir. Là pour l'œuf, c'était ma question. Voilà, l'œuf ou la poule, c'est d'abord l'anxiété qui va apparaître pour X ou Y raison. Et ensuite, ça va donner lieu à des mécanismes d'anticipation anxieuse, etc. Et ces mécanismes, ils contribuent à nourrir l'anxiété. Ok. Très bien. Voilà. Du coup, toi, c'est quoi un petit peu ton rapport? Est-ce que ton rapport au stress, à l'anxiété, est-ce que, on va dire, tu es capable de faire du coup, toi, la différence par là, si tu repenses à des situations entre le stress et l'anxiété, est-ce que tu as déjà eu l'impression de ressentir de l'anxiété dans ta vie? Je pense que non, franchement. La seule fois, mais je pense que c'était plus de l'angoisse du coup. La seule fois où j'ai ressenti un truc genre vraiment que j'avais jamais ressenti de ma vie, c'était quand on était au Cap-Vert et que je me suis retrouvée face aux énormes araignées là, au milieu, ça, c'est de l'angoisse. d'araignées alors que j'ai la phobie et tout, mais genre pas des petits temps. Je vous vois venir. Des grosses sa mère là. Elles étaient comment? Au moins plus grosses que ma main. Même. Ah, t'abuses. Arrête. Tu veux que je te ressorte la photo? Elles devaient faire cette taille. C'est faux. Elles avaient des pattes tellement longues et des corps tellement gros. Là. Et elles étaient noires et jaunes fluo même. Est-ce que c'est une couleur qui indique pas que tu vas mourir si elle te pique? Bien sûr que si, genre. Et non, là, justement, les insectes qui sont extrêmement colorés, souvent, c'est pour faire fuir. Mais on fait un podcast sur les araignées là, ou on fait un podcast sur le stress? Et parce que justement, elles sont pas dangereuses. On fait un podcast sur les araignées ou sur le stress?
Les deux, si tu veux. Les Non. arrêts, ça stresse. Ah non, ça m'angoisse. Ouais, c'est vrai. Et l'angoisse, parce qu'on parle d'angoisse, effectivement, c'est un autre état. C'est plus un état de crise. Et ça va être un état un peu de crise très intense, d'activation physiologique et psychologique. Et c'est souvent, c'est tout en même temps, quoi. en gros, c'est stress plus anxiété, quoi. Non, pas vraiment. Non, mais dans l'idée. Ouais, enfin, c'est Dans un les état un peu de symptômes, on va crise dire. intense, physiologique et psychologique. Et là, ça va être aussi souvent lié à un déclencheur. Ok. Bon, bref, donc ce jour-là, mais c'est la seule fois. Après, l'anxiété, je pense pas en avoir déjà ressenti. Franchement, je crois pas. Et le stress, oui. Mais je pense tout le monde, en fait. Enfin, logique. Mais je pense que j'ai un rapport au stress qui est quand même plutôt chill. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est-à-dire plutôt chill. Bah, moi, j'ai pas la sensation d'être quelqu'un de fondamentalement stressé tout le temps, etc. En fait, comme je dis, à force, vous allez le savoir, hein, mais j'ai un profil solution. Je trouve des solutions à peu près tous les problèmes qui existent sur cette terre. Bon, sauf certains qui sont systémiques et tout, bref. Mais aux problèmes qui existent sur cette terre pour ma vie, à moi, c'est déjà pas mal. Je trouve des solutions assez facilement. Et du coup, en fait, j'ai pas vraiment le temps d'être stressée des choses, tu vois. Oui, parce que toi, tu vas directement te mettre dans le mode solution. Si j'ai un problème, allez, on va dire que pendant 3 minutes, je suis en mode genre, oh putain, c'est la merde. Tout ça, ah là là là, et au bout de 3 minutes, je suis là, ok, bon, bah, par où on commence, tu vois. Et du coup, je me mets très vite dans un mode qui est pas du tout stressant, en fait, pour moi, puisque du coup, je suis en train de trouver une solution au problème, donc pourquoi je vais stresser alors que je suis en train de trouver une solution, tu vois. Et par exemple, sur des situations un peu plus complexes, comme tu as pu vivre, par exemple, avec, on va pas rentrer dans les détails, tu vois, mais avec ton entreprise, par exemple, l'année dernière, etc. Au début d'année, ouais. Ouais. Comment, est-ce que c'était du stress? Enfin, là, c'était plus compliqué ou comment? En fait, je sais pas si c'était... Alors, je pense que oui, c'était un peu du stress, mais je pense que c'était pas, genre, fondamentalement du stress non plus. C'est juste que les solutions, elles sont plus longues à être mises en place. Et du coup, bah en fait, le temps entre le moment où je sais ce que c'est les solutions et le moment où ces solutions se mettent en place et où elles font effet, et ben c'est un temps pendant lequel je peux rien faire. Tu vois. Du coup, tu dirais que ça reste plus comme une forme de préoccupation. Ouais, c'était plus de la préoccupation parce que en plus de ça, enfin bon, encore une fois, sans rentrer dans les détails, mais si finalement si les solutions n'avaient pas fonctionné, j'avais déjà 14 000 plans B et j'avais déjà réfléchi à toutes les possibilités en fait. Et donc je savais très bien ce qui se passerait et c'était des choses qui étaient très ok pour moi aussi, tu vois. Et du coup, c'était juste en mode ouais, je suis préoccupée par ça, c'est quelque chose dont je suis obligée de m'occuper régulièrement pour voir comment ça évolue, machin et tout. Donc c'est une charge mentale dont je me serais bien passée, tu vois. Qui prend de la place dans mon cerveau et qui du coup effectivement m'a un peu empêché de dormir quelques nuits machin et tout, ce qui est assez rare chez moi quand même, mais j'étais pas en mode tachycardie tu vois, en PLS de stress non plus quoi, ni d'anxiété en fait. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est une forme de préoccupation. Ouais, voilà, j'étais ça va rester un peu ça va rester dans ta tête, tu vas quand même pas mal y penser. Mais j'avance en fait, je suis capable de faire d'autres choses, je suis pas immobilisée par ça, tu vois. Ouais, je comprends. Alors après, le stress et l'anxiété n'immobilisent pas forcément. Ouais. L'anxiété, par exemple, on va dire c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir à un niveau qui est pas du tout problématique et pathologique. C'est vraiment un état normal en soi, enfin genre qui arrive. C'est quand ça dépasse un certain niveau, c'est-à-dire quand même le stress, c'est-à-dire si ça impacte significativement, négativement le fonctionnement de la personne. Si c'est extrêmement envahissant et que ça génère de la souffrance quotidienne ou quasi quotidienne, là, ça va être problématique. Mais n'importe quoi, en fait. Le stress, l'anxiété, l'angoisse, les préoccupations, etc. Ouais, je vois. Et moi, je pense que je dirais que oui, ça m'arrive d'être stressée, évidemment, mais j'ai une gestion de mon stress qui est quand même plutôt bon. Ouais, grave. Et tu vois, même avant de faire des conférences, même avant de machin et tout, oui, je ressens un petit peu de trac, tu vois, comme on dit souvent, voilà, le trac. Ça, c'est du stress. Le trac, c'est du stress. J'en ressens un peu, mais je me suis jamais sentie débordée par mon stress, genre. Ouais, bah tant et mieux. Toi Alors là, c'est pas la même chose. Hein. Non. Comme d'habitude, on est très différentes. Ouais, non. Bah là, par exemple, actuellement, je suis extrêmement stressée
pour une raison, on va dire, très, très, très identifiable et qui, j'espère, va se résoudre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée de faire cet épisode sur la thématique du stress et de l'anxiété, parce que là, je suis au maximum. Au max du max. Mais et là, t'es quoi? Du coup, t'es anxieuse ou stressée? Non, là, je suis stressée. Stressée. Là, c'est vraiment... Le déclencheur est très identifiable et très logique. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, moi, je suis anxieuse. Ça, c'est clair. C'est clair que j'ai un tempérament anxieux. Mais que je découvre de moi. C'est-à-dire que je pense que longtemps, j'ai été dans le déni de mon anxiété. J'ai toujours été très connectée à mon stress. Ça, c'était pas un problème. J'ai toujours été très capable... Est-ce que c'était toi qui étais connectée à lui ou lui qui s'est connecté à toi sans te laisser la place? J'ai toujours été très connectée à moi, ça, y a pas de souci. Tu sais, dans le sport, ce moment avant une course, ce moment... Mais tu vois, c'est fou parce que quand je faisais beaucoup de compétitions en athlée et tout, quand j'étais jeune, les seuls moments où j'avais l'impression d'être stressée, c'était avant les courses. Genre, c'était vraiment tu ça. Sens ce nœud dans le ventre, t'as envie de faire pipi. Les exposés et tout à l'école, j'en avais rien à faire. Mais alors, les compétitions, j'étais stressée comme never, quoi. Moi, j'ai toujours été... moi, mon stress, je l'ai toujours ressenti de manière très franche, très claire, de manière corporelle. Moi, c'est beaucoup la boule au ventre. C'est vraiment mon symptôme de stress. Et là, par exemple, je l'ai actuellement. Tu vois, genre, j'ai vraiment cette boule, ce nœud dans le ventre que je sens dans plein de situations. Moi, je le ressentais beaucoup dans le sport. Je le ressentais beaucoup quand je devais passer à l'oral à l'école, au contrôle, aux examens. Tous ces trucs-là. Et je le ressens aussi parfois à l'approche de certains moments sociaux, on va dire. Quand il va y avoir beaucoup de monde ou quand il va y avoir, etc. Là, je vais avoir cette boule au ventre, etc. Donc voilà, le stress et moi, voilà, on a toujours été très connectés, ça, c'est pas un problème. Alors, je dis pas que je ressentais du stress à outrance. Et je pense... Non, mais t'en ressens régulièrement. J'en ressens régulièrement et je le ressens bien. Ça, il n'y a pas de souci. L'anxiété, ça a été un petit peu plus complexe pour moi à visualiser, à mettre un petit peu en mots. Mais je dirais que ça fait quand même quelques années que je comprends vraiment qu'en fait, j'ai aussi un gros terrain anxieux. Et en fait, j'aurais dû m'en douter vu les tics que j'ai, en fait, qui sont, du coup, je pense quand même plutôt liés à une forme de préoccupation globale de l'existence, quoi. Et je m'en rends surtout compte dans mes problématiques de sommeil, en fait, de mon anxiété. Je m'en rends vachement compte. En fait, moi, je fais beaucoup d'hyperactivité psychique le soir, mais c'est de l'hyperactivité psychique qui est anxieuse, en fait. Ouais. Après, elle est aussi liée à ton TDAH, cette hyperactivité. Oui, mais du coup, c'est une comorbidité, de toute façon, l'anxiété du TDAH, et en fait, parce que tu peux avoir de l'hyperactivité psychique, mais qui ne soit pas forcément anxiogène ou anxieuse, en fait, tu vois. Et moi, elle est quand même très souvent anxieuse. Ça va beaucoup être lié à des préoccupations, à des scénarios, à des et si, je devrais, à machin. Et ça peut tourner en boucle, quoi. Donc oui, ça, c'est vraiment... et c'est quelque chose que je découvre quand même de moi. Je pense que j'avais pas réussi à mettre en mots, à comprendre, j'en sais rien, pendant très longtemps. Avant, je me décrivais pas du tout comme une personne stressée. C'est vrai qu'avant, je me rappelle quand j'étais jeune, tout le monde me considérait comme la personne calme, la personne zen. Après, c'est pas parce que t'es stressée que t'es pas calme. Et en fait, je suis en réalité de plein de façons différentes, très chill, très zen, très... Et en fait, je suis très ambivalente, quoi. Autant je peux être extrêmement en mode « Allez, let's go, on s'en fout, machin ». Et autant, à des moments, je peux être méga tendue, stressée, anxieuse, etc. C'est hyper ambivalent, en fait. Même quand t'es dans des moments de stress, je trouve pas que t'es genre pas calme. Je vais être quand même un peu agitée. Oui, tu vas être agitée, mais plus dans ma tête que dans... Ou dans tes tics et tout, mais genre c'est quand on te connaît qu'on le voit bien, tu vois. Mais t'es pas en mode... tu vois, brouhaha de tout. Non. Alors que moi, par exemple, les moments où je suis un peu stressée, je m'énerve vite, je vais être très dans la réaction, tu vois. Oui, très irritable. Ouais, voilà, je suis très irritable et tout, alors que toi, t'es pas très comme ça. Non. Je vais plus avoir de l'agitation psychique qui va être accrue. Et du coup, je vais être dans une forme de chaos interne.
mais que je vais pas trop, effectivement, je vais pas exploser genre dans mon comportement, dans mon tempérament, etc. Mais effectivement, moi, par contre, contrairement à toi, je suis pas du tout orientée solution. Ah ouais, c'est trop grave. Enfin, je sais pas si c'est grave, mais pour moi, ça me paraît tellement être le bout du monde de... En fait, tu veux que je te dise ce que ça me fait penser, moi, ce que ça me fait sentir. En fait, j'ai l'impression que tu te stresses d'un truc et que t'es dedans et que t'es là et que tu veux pas en sortir. Alors, je sais que c'est pas ça parce qu'on a déjà eu cette discussion des milliards de fois et tout, mais j'ai l'impression que c'est genre... tu t'es mis dans un pot de miel et genre t'es là en mode oh bon, c'est pas si mal finalement le miel, genre ça fait la peau douce, tu vois. Et moi je suis là, ma belle, sort de ton pot de miel, quoi, tu vois. Voilà. Et en fait, oui, c'est vrai qu'on a eu cette discussion. Et on l'a déjà eu dans un des podcasts de la première saison. Oui, accompagner la souffrance d'une partenaire, je pense. Accompagner la souffrance d'un ou d'une partenaire, ouais. Écoutez, cet épisode, il est vraiment sympa. Ouais. Les meufs qui prêchent pour leur paroisse. Écoute, mais effectivement, en fait, contrairement à toi, et ça, je pense que c'est très propre à moi, et je pense qu'il y a pas mal de personnes, en vrai, peut-être plus neuro-A, ou etc., qui fonctionnent comme ça. Mais en fait, quand je suis extrêmement activée, je peux monter très très haut, en fait, dans mon état d'activation émotionnelle. Et du coup, à ce moment-là, le rationnel, il fait pas sens. En fait. Quand je suis dans mes hauteurs de chaos, là, de brouhaha, en fait, le rationnel ne fait pas sens. Donc, c'est vraiment une question de timing. J'ai besoin de traverser ce moment. Et ensuite, une fois que je suis redescendue, je vais pouvoir... T'inquiète, bébé, vas-y. Et une fois que je serai redescendue, là, je vais pouvoir entendre des solutions. Tu vois. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand je redescends, j'entends des solutions. Mais du coup, c'est drôle parce que donc, la situation de stress dans laquelle tu es actuellement, on l'a découverte hier soir. Voilà. Le déclencheur hier soir, tard, 22h, donc on peut pas faire grand-chose, etc. C'est quelque chose pour aujourd'hui. Donc le timing est ultra serré. Là, tu vois, par exemple, quand t'en parles, j'ai la boule au ventre. Ouais, je sais. Et tu n'as pas eu le choix que de trouver des solutions rapidement et que de te mettre dans la position de trouver des solutions. Ouais, parce que ça n'impliquait pas que toi aussi. Oui, mais parce que quand c'est du stress, ça va. C'est plus quand c'est de l'anxiété que j'ai du mal à être orientée solution rapidement. Mais quand c'est du stress, donc quand c'est vraiment lié à un déclencheur extrêmement identifiable et effectivement avec une deadline où j'ai pas le choix, bah là, le fait qu'il y ait une deadline où j'ai pas le choix, ça va me sortir. Du coup, c'était ça ma question. Est-ce que si la situation de stress ou d'anxiété, elle est longtemps avant le sujet, est-ce que du coup tu te laisses plus le temps de passer tout ça? Mais du coup, en fait, en réalité, t'es capable de te mettre en mode solution assez rapidement. Ouais, mais parce qu'il y a la notion d'urgence. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est un truc, moi, que je relie aussi beaucoup à mon fonctionnement un peu, enfin, à mon TDAH, où moi, je fonctionne toujours dans l'urgence, quoi. Ouais. C'est vrai que... J'en peux plus. Allez, balance. Non, je sens que t'en as gros sur la patate. Non, mais c'est vrai. Le nombre de fois où elle me dit « Ah, j'ai un problème. Demain, il y a ça. Mais en fait, j'ai ça aussi. » Et je suis là genre... Et tout ça, tu le sais depuis quand? 3 mois. Et du coup, pourquoi tu t'en occupes la veille pour le lendemain? C'est vrai qu'en le disant comme ça sonne insupportable. Non, mais après, maintenant, je la connais et voilà. Mais c'est juste que, vu que moi, je suis à l'opposé de ça, il y a des fois, je suis juste en mode genre... Mais comment c'est possible de s'occuper c'est du talent. Si tard de quelque chose d'aussi important? Et le pire, c'est que j'arrive à gérer. Oui, t'arrives toujours à t'en sortir. Elle a toujours de la chatte. Moi, je fais la même chose que toi. Ouais. Il n'y a rien qui se passe correctement. Toi, j'espère. T'as toujours de la chance. J'espère que ce sera le cas pour aujourd'hui. Vraiment. Donc bref, tout ça pour dire qu'effectivement, t'as ce truc de beaucoup fonctionner en urgence au dernier moment. Ouais. Et sinon, effectivement, c'est vrai que quand j'ai pas d'ultimatum ou de deadline proche, j'ai plus tendance à me noyer sous le truc et à mettre un peu sous le tapis tant que je suis pas dans l'urgence, quoi, au final. Donc, il y a des trucs, par contre, que j'arrive extrêmement bien à cloisonner. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si ce truc-là qui me stresse, en fait, s'il est pas si urgent, hop, dans une petite boîte. Et puis, par contre, quand ce sera urgent, ça fera un tsunami dans lequel je vais me noyer. Ce sera très chiant à vivre. Mais dans l'intervalle,
ça va. Mais et surtout, est-ce que du coup, le fait de faire ces plein de petites boîtes de plein de trucs qui te stressent mais qui sont pas urgents, ça fait pas que du coup ça génère ton anxiété derrière et que ça t'empêche de dormir? Mais c'est pas si je pouvais faire autrement, j'essaierais. Non mais c'est une vraie question, tu vois. Probablement Parce que du c'est coup, que ça... tu te dis en mode je les mets de côté, j'arrive à les cloisonner, mais en Non. fait ton cerveau, Non, on est bien tu d'accord. vois, ça marche En pas. fait, Genre. essayez de mettre quelque chose sous le tapis, vous allez quand même vous prendre les pieds dans la bosse sous le tapis, en fait. Et certes, les vous allez... métaphores de psy, c'est Et certes, vous allez peut-être pas tomber, mais vous allez sentir le truc passer, quoi. Et en fait, effectivement, et ça c'est ce que je dis toujours, c'est pas parce que vous voulez pas voir quelque chose en face que vous en ressentez pas les conséquences. C'est-à-dire là, si je mets un ventilateur à ma droite qui me souffle dessus, si je fais comme ça, il souffle quand même. il souffle quand même et je vais quand même sentir l'air. Bah en fait, c'est un peu pareil avec les choses qu'on met sous le tapis, quoi. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on met un truc dans un tiroir que ça arrête d'exister et que les conséquences de cette chose arrêtent d'exister elles aussi, quoi. Loin de là. Et justement, et ça je sais que c'est clairement par exemple un truc que je vis, c'est-à-dire dès que je veux mettre un truc dans une boîte, je ressens quand même les conséquences. Mais je suis là, oh je vois pas le truc, c'est dans la boîte, donc bon allez on va avancer quand même. Et parce que j'ai cette capacité que... J'allais dire, j'ai une solution pour ça. Mais du coup, on en revient à toi, tu veux pas de solution. C'est quoi ta solution? Non, mais du coup, est-ce que la solution, ce serait pas justement de, dès que t'as quelque chose qui te stresse, de t'en occuper à l'instant T, en tout cas, de genre verbaliser que cette chose-là, elle est stressante et qu'elle est peut-être pas urgente, mais qu'il va falloir t'en occuper, la poser sur papier ou je sais pas, quelque part, tu vois, pour... Voilà. Et essayer doucement, mais dès le début, de commencer à chercher des solutions, pas forcément d'en trouver tout de suite à l'instant T, mais au moins de commencer à y réfléchir pour processer le truc qui te stresse, tu vois. Et alors, c'est effectivement... Et alors oui, mais là, ça se frotte à un autre problème, qui sont mes dysfonctions exécutives. C'est-à-dire que j'ai énormément de mal à initier des tâches, j'ai énormément de mal... En fait, je peux rester très longtemps paralysée devant une tâche, enfin, j'ai vraiment du mal... Dans la gestion de tâches, que ce soit organisation, planification, mise en action, etc. Donc ça se frotte à ça, en fait. Et effectivement, quelque chose qui va être stressant, ça va encore plus impacter ma capacité à initier cette tâche. Donc ça se frotte à ce problème-là, et c'est ça qui est aussi compliqué, je trouve, entre la comorbidité, on va dire TDAH, anxiété, etc. C'est que, effectivement, les dysfonctions exécutives vont vraiment... moi, me poser beaucoup de soucis parce que, en fait, mon système a besoin que pour faire la tâche, il y ait une forme de récompense immédiate, tu vois, donc la dopamine, etc. Et donc, forcément, les trucs qui me stressent, il n'y a aucune dopamine, en fait. C'est que du stress. Et donc, du coup, je vais extrêmement procrastiner, quoi. La procrastination, c'est pas de la flemme, c'est un outil de régulation émotionnelle. C'est le fait de repousser la tâche va générer une satisfaction immédiate. Parce que, j'ai évité une tâche désagréable. J'ai évité une tâche stressante. Et en fait, c'est un outil de régulation émotionnelle, la procrastination. Et pour tout le monde, et c'est encore plus le cas chez les personnes avec TDAH, chez les personnes neuroatypiques, etc. Donc moi, effectivement, mon problème avec le stress, c'est que les situations stressantes, je vais avoir tendance à les repousser, enfin à les procrastiner, parce que le fait de ne pas m'y confronter va me générer un soulagement immédiat. Soulagement dont j'ai besoin parce que je me sens stressée. Mais sauf que c'est illusoire. Je fais que repousser le problème jusqu'à ce que ce problème devienne tellement gros et que je me noie dessous. Et en fait, à ce moment-là, j'arrive à, je ne sais pas comment, à me mobiliser et à faire en sorte que ça se règle. Et parce que j'ai cette capacité-là, mais que tout le monde n'a pas forcément. J'ai cette énergie-là que tout le monde n'a pas forcément. Et donc, ça peut devenir assez facilement compliqué. Et puis, j'ai aussi, malheureusement, on va dire, un don. Alors là, je flex un peu, mais qui est que je suis capable d'être au bord du gouffre très longtemps sans ne jamais y tomber. Je sais pas si c'est un flex. C'est pour ça que je le dis de manière un peu ironique. C'est-à-dire que et ça, c'est un truc... je suis presque tout le temps en burn-out. Ouais, exactement. Flex. Exactement, c'est que j'ai cette capacité à rester au bord sans jamais tomber. C'est-à-dire, je peux être au bord du burn-out sans jamais vraiment tomber. Je peux être au bord du gouffre sans jamais... Et du coup, je peux rester au bord longtemps, pépouze, machin. Bon, pas pépouze, c'est faux. Mais du coup, t'as des gros bras musclés, c'est parce que t'es je m'accroche au bord du gouffre. Et c'est ce qui me sauve, en fait, dans plein de contextes, même si c'est extrêmement épuisant physiquement et psychiquement, quoi. Alors, du coup, question, est-ce que ça pourrait t'aider que régulièrement, genre toutes les semaines, vu qu'il y a des trucs qui te stressent tous les jours, genre toutes les semaines, on se pose et que, genre, je te dise, ok, il y a quoi qui te stresse en ce moment ? Et viens, je t'aide à trouver des solutions. Oui, ça peut m'aider.
Franchement, oui. Bah voilà, j'adore trouver des solutions. Oui, et ça, c'est vraiment effectivement un truc qui peut être assez intéressant à mettre en place. C'est, en fait, c'est OK d'avoir besoin d'aide dans des situations de stress. Et alors, le plus important, ça va être d'exprimer de quelle sorte d'aide vous avez besoin. C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin juste de vider votre sac? Est-ce que vous avez besoin, effectivement, de trouver des solutions? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous oriente, etc. Mais le fait d'avoir une tierce personne, enfin, une personne extérieure qui intègre un peu la situation, ça peut permettre de se décentrer, ça peut permettre de faire un pas de côté suffisant pour ensuite pouvoir générer une forme de mise en action. Ça ouvre un champ d'action, en fait, le fait d'intégrer une personne tierce. Et alors, évidemment, en posant un peu le cadre, en exprimant un peu les besoins et les choses dont on n'a absolument pas besoin, par exemple. Ça, c'est hyper important. Mais clairement, le fait de faire des check-up réguliers sur voilà, ce qui me stresse, etc., ça peut être hyper pertinent, en tout cas pour moi. Eh bah vas-y, on va mettre un petit rendez-vous tous les 15 jours. Mm. Non, mais du coup, faisons ça. On va faire des petits check-up. Moi, je vais trouver des solutions. Moi, ça me provoque de la dopamine de trouver des solutions. Donc, j'adore trouver des solutions aux problèmes. Donc, comme ça, au moins. Et c'est vrai que quand on est stressé, quand on est anxieuse, etc., on peut aussi avoir facilement tendance à beaucoup intérioriser, à un peu s'isoler, à pas vouloir, j'en sais rien, déverser notre stress sur les autres, etc. Et ce que j'entends complètement, mais il y a vraiment une différence entre déverser son stress sur les autres et demander de l'aide. Oui. En fait, en soi. C'est pas du tout le même mécanisme et les mêmes conséquences. Évidemment que c'est important de demander de l'aide. Évidemment que c'est important si vous en ressentez le besoin et si vous atteignez des niveaux de stress et d'anxiété qui sont vraiment au-delà des limites du raisonnable, de pouvoir vous faire accompagner. Je pense notamment au TCC, qui sont, on va dire, qui est, on va dire, le type de thérapie le plus efficace pour accompagner les questions de stress et d'anxiété. La thérapie classique peut aussi être très aidante, évidemment, mais enfin c'est pas une tare, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est des choses qui sont solutionnables, en fait. C'est les choses pour lesquelles on peut trouver des outils, pour lesquelles on peut trouver des stratégies. Moi-même, j'essaye de mettre en place des choses pour m'aider à gérer dans ce genre de situation. Et alors, c'est pas magique, ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça me permet quand même d'avancer et de comprendre aussi comment est-ce que moi, en tant qu'être humain, j'incarne mon anxiété, comment est-ce que moi, j'incarne mon stress, quels sont mes outils de régulation émotionnelle de prédilection, qu'est-ce qui m'aide pas, etc. Par exemple, la fatigue, c'est un facteur aggravant, le stress et l'anxiété, quoi. Donc forcément, si vous êtes fatigué, déjà, allez dormir. Essayez de vous reposer. Si t'es anxieux, t'as du mal à dormir. Ouais, et donc c'est un cercle vicieux. Donc est-ce qu'il faudrait pas trouver des petits supports, quels qu'ils soient, pour faciliter le sommeil? En fait, la fatigue, c'est un facteur extrêmement aggravant à la santé mentale de manière générale. En fait, ça aggrave vraiment. Même la santé physique, tout. Dormez, en fait. Pareil, si en fait toute la journée je tourne juste au café clope parce que je suis stressée, que j'ai l'estomac noué, que j'arrive pas à manger, c'est aussi un facteur aggravant, le stress. Mais en fait, on se rend compte que le stress va aussi impacter nos comportements et que ces comportements vont potentiellement nourrir notre stress et notre anxiété. Évidemment, si je suis stressée, que j'ai le ventre noué et que j'ai pas faim, et que du coup, je tourne au café clope pour me réguler émotionnellement, alors que ça marche pas, la nicotine, c'est un excitant en plus. Et le café pour me donner l'impression de pouvoir me mettre en action, etc. En fait, c'est le combo anxiogène. Parce que surstimulant, quoi. C'est surstimulant et donc ça va nourrir une partie du stress et de l'anxiété. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Du coup, je vais avoir potentiellement encore moins d'appétit, encore machin, je vais encore plus me tourner vers des outils de régulation comme ceux-ci qui sont peut-être pas les plus adaptés, et en fait ça va créer une boucle, quoi. Donc c'est aussi hyper important de comprendre quel comportement déclenche ton stress et tout, quoi. Pas le déclenche, mais le nourrissent, et quels comportements sont liés au stress, à l'anxiété, et qui pourraient peut-être être redirigés vers des choses plus justes et plus adaptées en fait à nos symptômes, quoi. Ouais. Donc ça, c'est des petites pistes qui me paraissent intéressantes à explorer. Quels sont vos outils de régulation émotionnelle? Et la clope en fait partie, par exemple, je parle de ça. Mais est-ce qu'il est vraiment adapté? Est-ce qu'il ne participe pas au final à nourrir encore plus
tout le système de préoccupation, d'anticipation anxieuse, de stress, etc. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de construire, de découvrir, de chercher, de créer d'autres formes de stratégies, d'outils de régulation émotionnelle qui seraient plus adaptés. Ça, c'est une vraie piste de travail, par exemple, sur les questions de stress et d'anxiété. Est-ce qu'on n'a pas des outils sur Evimeria pour la gestion du stress ? Pas encore, mais c'est des choses qu'on peut créer. Après, j'en parle pas mal dans mes ateliers neurodiversité. Parce que c'est Allez, auto-promo pour Isaline. Non, mais c'est vrai que j'ai fait un atelier un peu sur ça. Et, mais du coup, donne les informations. Donc, si jamais ça vous intéresse. Mes vidéos psychotechno, en vrai, sur Instagram, j'ai plusieurs fois donné des outils de régulation émotionnelle. Donc, n'hésitez pas, sur mon compte Instagram, à regarder mes différents contenus psychotechno, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de parler d'outils de régulation émotionnelle, de gestion de stress, etc. Et si ça vous intéresse, du coup, il y a les ateliers neurodiversité, mais plus à destination des personnes neuroatypiques ou en questionnement sur ces sphères-là, donc TDAH, TSA, etc. C'est vrai que j'en parle surtout dans un des ateliers. Voilà. Moi, j'en parle pas du stress. T'en parles pas, mais t'es à l'écoute. Ah oui, je suis à l'écoute, mais moi, c'est pas moi qui vais vous donner des conseils. De toute façon, tout ce qui est conseil psy, vraiment, ne les prenez pas de mon côté. Voilà, il y a une barrière là. Ouais, mais c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue d'être humain. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis juste mes conseils. Déjà, je vais pas vous donner de conseils psy. T'es stressé ? Arrête. Et si je vous en donne, vraiment, allez demander à un professionnel ce qu'il en pense, quoi. Ouais, effectivement, c'est toujours, on va dire, quand même recommandé de consulter, on va dire, un professionnel qualifié sur ces questions-là, surtout quand on est vraiment sur des états, on va dire, pathologiques ou quasi pathologiques. Dans l'équipe psy, on a quelqu'un qui fait du TCC ? Ouais, on a Gaëlle qui est formée en TCC, et on va avoir aussi Anastasia qui utilise pas mal d'outils TCC dans l'équipe. Pour celles et ceux qui savent pas, Evimeria, du coup l'association d'Isaline, a une équipe de psy, et donc on a Gaëlle et Anastasia qui et on cherche à recruter encore plus de thérapeutes parce que on en manque et les plannings sont déjà bien remplis. Mais du coup, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez être suivi par une personne compétente, vous pouvez prendre rendez-vous avec Gaëlle ou Anastasia. Ouais, directement sur le site asso-6 evimeria.fr. Ah, c'est .fr? J'aurais dit .com. Non, c'est .fr. Ok, .fr. Voilà. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est déjà pas mal, effectivement. C'est vrai que ce sera un épisode court parce que on a des choses à faire. Non, mais parce qu'en fait, on a décidé que les épisodes ils seraient aussi plus courts. Ouais. Parce que vous nous avez demandé plus long. Après, quand on a fait plus long, vous nous avez demandé plus court. Ouais, du coup, on fait un peu des deux. Les épisodes où on écoute tous les deux, ils sont plus courts maintenant que ceux où on a des invités. Comme ça, ceux avec nos invités, ils peuvent durer longtemps. Ils sont rigolos. Haha, hihi. Et nous, on fait des trucs un peu plus courts. Et ça nous permet aussi d'en faire plus, du coup. Pour conclure un petit peu sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Si vous êtes stressé, arrêtez. Voilà. Fin du podcast. Bye. Non, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal, jusqu'à un certain niveau, de ressentir du stress et de l'anxiété. L'anxiété n'est pas un truc qui est par principe pathologique. L'anxiété, tout le monde peut ressentir à des niveaux qui sont sains, normaux, etc. Donc, pour les personnes qui sont anxieuses, n'espérez pas un jour arriver à un stade où vous allez jamais ressentir d'anxiété. C'est pas possible et ça n'existe pas. À un moment donné, on ressent toutes et tous à certains moments des états anxieux, des moments de l'anxiété qui est tout à fait normal. Par contre, effectivement, quand ça atteint des hauteurs et que ça génère de la souffrance quotidienne, quasi quotidienne, que c'est hyper envahissant, que ça impacte vraiment votre fonctionnement, là, c'est important de demander de l'aide. Il y a beaucoup d'outils qui existent, qui sont très chouettes, qui sont efficaces et qui peuvent vraiment vous accompagner sur ces questions-là. Je vais pas mentir, même si ça reste un privilège, c'est vrai que la thérapie est quand même vraiment efficace pour le travail autour de l'anxiété, etc. Et il y a des ressources qui sont très très chouettes, comme ce bouquin que j'ai reçu il y a quelques mois, donc de Dimitri Kakouros, qui est en fait un psychiatre, et qui s'appelle « Manuel pour se libérer de l'emprise du stress ». Et il est vraiment trop chouette parce que déjà, il y a vraiment plein d'outils. Il y a plein de petits tableaux, de petits mémos, de petits visuels, etc. Donc, c'est très accessible à la lecture. Très neuro-friendly. Et il y a inclus dans le livre 16 accompagnements audio.
Donc en fait, ça peut être justement des accompagnements un peu type, je vais pas dire forcément méditation, mais plus audio pour peut-être voilà, si jamais il y a un moment de stress, un peu en termes d'outils de régulation émotionnelle justement. C'est hyper clair, c'est très basé sur les TCC justement. C'est un programme de TCC personnalisé pour apprivoiser ses émotions, ses peurs et son anxiété. Donc vraiment, je vous le recommande par exemple. On vous le mettra vous le mettra en description. Moi, j'ai commencé à le lire et franchement, il est vraiment trop chouette, hyper bien expliqué. Pareil, très neuro-friendly sur la mise en page. Donc, il y a des ressources qui existent et qui ne sont pas forcément la thérapie. On sait que la thérapie, c'est un privilège. Et en parlant de méditation... Et en parlant de méditation, c'est vrai que j'ai commencé, moi, à réaliser mes propres méditations sur une plateforme qui s'appelle Seven Mind. Donc 7 Mind, M-I-N-D, qui est une plateforme de méditation. Et en fait, pour tout vous dire, moi, j'ai jamais été très proche de la méditation parce que j'ai toujours trouvé ça très inaccessible, pas du tout inclusif, pas du tout neuro-friendly, etc. Et donc, justement, j'ai voulu vraiment imaginer ma propre façon de méditer, ma propre façon de créer des outils de régulation émotionnelle, de régulation sensorielle. Et donc, je me suis lancée dans le fait de créer mes propres méditations. Et là, à l'heure actuelle, mais ce ne sera peut-être pas le cas quand vous écouterez ce podcast, mais j'ai déjà sorti un pack de 7 audios pour se découvrir et pour se rencontrer autrement. Donc c'est vraiment à destination des personnes neuroatypiques, c'est vraiment à destination des personnes un peu qui sortent de la norme pour quelconque raison. Donc je m'adresse un peu à toutes les personnes issues de minorités, etc., les personnes en situation de handicap, etc. J'ai essayé de faire ces trucs-là de manière de la manière la plus inclusive possible. Et j'en suis hyper fière, en vrai. Et je pense qu'à l'heure où le podcast sortira, il y aura de nouvelles méditations à toi qui seront en ligne. Probablement sur la gestion du stress, probablement sur aussi peut-être le rapport au corps, sur les TCA, etc. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas, santé mentale. T'as un code du coup promo pour celles qui s'intéressent, on vous le mettra en barre d'infos. Ce podcast n'est pas du tout sponsorisé par Seven Mind. C'est vraiment un partage spontané parce que je suis très fière d'avoir construit ça pour toutes les personnes qui sont éloignées un peu de la méditation pour plein de raisons. Moi, je considère plus ça en fait comme des outils en fait, plus que de la méditation pure et dure. C'est vraiment des outils de régulation, des outils de compréhension et des outils d'exploration. Voilà. Donc voilà. Trop bien. Bah écoute, c'était très intéressant. Bah ouais, carrément. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire sur nos différents réseaux ou sur les comptes, les réseaux de YouAll qu'on vous mettra en description. J'en profite parce qu'on le fait pas souvent. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, à mettre des bonnes notes parce qu'on a eu des petits raids, je pense, de mascu et tout à cause de mes podcasts à moi. Ouais, et qui nous mettent des mauvaises notes alors qu'ils écoutent même pas le podcast. Ah oui, ils ont mis des mauvaises notes ? Ouais, je crois. Ok. Bah, n'hésitez pas. Oui, c'est vrai qu'on a subi sur un épisode surtout un peu un raid de harcèlement, donc n'hésitez pas à vraiment soutenir notre podcast si vous l'appréciez en le notant. Surtout, ça c'est vraiment important pour son référencement. Ouais, en le notant, puis en suivant nos différents réseaux sociaux. Et puis voilà. Hein. Écoute, et puis en nous envoyant plein de love. 7h56. Okay. Allez. Drop the mic. Merci pour votre écoute. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle saison. Ouais. Prenez soin de vous. Bye.